Bonjour à tous et donc bienvenue dans ce troisième webinaire qui est organisé par la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris. C'est un webinaire qui fait écho à la matinale que nous avions organisée en février 2018 sur la cybersécurité avec l'ANSSI. Alors pourquoi cette conférence? Eh bien parce qu'après avoir traité des conséquences de la Covid-19 sur les audits, nous avons également souhaité parler de l'actualité des cyber-risques dans cette période de crise. Alors pour animer ce webinaire, je suis donc moi-même Frédéric Burban, co-président de la Compagnie régionale de Paris. Je suis accompagné de David Luponis, associé cybersécurité du cabinet Mazars. Bonjour David. Bonjour. Je suis également accompagné de Laura en régie, que bon nombre d'entre vous connaissent puisque c'est elle qui anime tous nos événements depuis plusieurs années et qui va donc m'assister dans le lancement des sondages notamment, car nous allons évidemment, votre avis nous intéresse. Donc il y aura 3 sondages, on en reparlera tout à l'heure. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h30 environ. Nous allons commencer dans 2 minutes, le temps que tous les participants puissent se connecter à la plateforme. Donc, pendant ce temps, je vais vous décrire en résumé le programme de notre webinaire. Donc, en fait, il y aura dans l'introduction 3 parties principales. Une première partie, en fait, qui va donner en fait quelques chiffres clés, un panorama des chiffres clés et des mises en perspective, un regard, on va dire, dans le rétroviseur pour voir effectivement où nous en sommes. Une deuxième partie qui sera consacrée aux bonnes pratiques de cybersécurité dans votre cabinet et les nouveaux outils dont vous pouvez disposer. Et la troisième partie va être consacrée à améliorer la gestion des risques cyber des entreprises. Donc là, le versant client en fait de la cybersécurité, donc une mission pour le commissaire aux comptes. Alors, enfin, nous repasserons à une séance de questions-réponses à la suite donc de cette présentation. Vos micros et vos caméras sont coupés. Vous pouvez cependant poser des questions via le chat, le lien de conversation qui se trouve à droite de votre écran. Et nous y répondrons donc à la fin de notre présentation. Alors, pendant ce webinaire, afin de mieux savoir comment ces sujets vous impactent au quotidien, nous vous inviterons à répondre donc à de courts sondages, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Alors j'en profite pour vous rappeler quelques événements en fait de la commission audit informatique. Donc depuis ces 3 ans, donc un certain nombre de matinales qui ont été organisées sur des sujets d'actualité en matière technologique, donc la blockchain, le RGPD. On voit effectivement en début 2018 le séminaire sur la cybersécurité. On a parlé aussi de big data, d'ICO, donc d'émissions de crypto-monnaie, de business intelligence avec Power BI, une présentation de Cyber Audit, l'outil de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, un matinal sur la data analyse au service de lutte contre le blanchiment et un dernier sur l'audit du futur, c'est-à-dire en fait quelle est la prospective en matière d'approche d'audit par la technologie. Voilà. Je vous propose donc de poursuivre sur ce finalement 3e webinaire qui est lui organisé sur la cybersécurité. Et je vais passer la parole à David qui va nous présenter en fait le panorama. Que s'est-il passé et qu'est-ce qui nous attend, David, en matière de cybersécurité en ce moment? Exactement. Alors, merci. Effectivement, on vit depuis 2 mois dans une situation un peu étrange et un peu évidemment fort soumis à de grands bouleversements. Vous avez tous, j'imagine, vu passer un certain nombre de titres de presse sur la situation en termes de risque. On a extrait quelques titres, notamment avec alors je dirais sur toutes les géographies, puisque par exemple le FBI a fait une communication il y a quelques jours
concernant la hausse des tentatives d'attaque. La NASA a admis que ses employés étaient visés par des attaques, et puis beaucoup plus proche de chez nous. On a vu dès le début du confinement la PHP qui avait été victime d'une cyberattaque, un déni de service. Et puis, un petit peu avant le début du confinement, même chose à Marseille et à Martigues, où les sites web des villes ont été attaqués. C'est ici quelques exemples. Évidemment, pour certains d'entre vous, vous avez vu aussi des informations sur un certain nombre de fake news, ou alors du phishing, donc ce qu'on appelle du spam ou du phishing, qui sont des techniques d'attaque qui permettent d'aller récupérer chez vous un certain nombre d'informations. Android a admis il y a quelques jours que sur son store avait été mis à disposition des applications type Stop Covid, et que celles-ci n'avaient évidemment rien d'officiel, et c'était juste des leurres ou des solutions, ou enfin des virus ou ce genre de solutions. Donc on voit bien qu'il y a eu une prolifération des attaques, et on va voir juste après quelles sont les raisons de ces proliférations. Alors, de manière peut-être plus directe pour la profession, évidemment, vous avez tous vu ou reçu un certain nombre de sollicitations. Et donc, ces sollicitations, comme on l'a sur la gauche ou sur la droite, c'est des sollicitations dans lesquelles on vous fait passer des mails pour essayer de vous vendre des masques, du matériel de protection, qui n'a qu'une vocation, c'est votre clic pour que les pirates ou les organisations mafieuses qui sont en face de vous récupèrent un certain nombre d'informations à caractère personnel, ou en tout cas des informations qu'ils jugent intéressantes sur votre personne. Donc dans les mails frauduleux, pardon, comme sur le slide précédent, on a vu ici quelques exemples. Alors, peut-être qu'effectivement sur le slide suivant, la question à se poser, c'est est-ce que ces risques sont nouveaux? Finalement, ces risques ne sont pas nouveaux. Les risques cyber, ça fait maintenant 4 ou 5 ans que ce sont des risques qui sont mis en avant dans un tas de médias, et vous le voyez bien dans vos activités. Vos clients vous parlent de plus en plus de ce risque, et puis vous, au sein de vos cabinets, vous mettez en place un certain nombre de mesures de plus en plus avancées pour protéger les informations et la cybersécurité de votre entreprise. Les nouveautés, ou la nouveauté finalement avec cette crise, c'est le fait que les pirates se sont dit qu'il pouvait être intéressant de viser les entreprises, alors que les collaborateurs qui étaient en télétravail n'étaient évidemment plus proches de leur base. Émettre une campagne de phishing ou de spam, quand j'ai à côté de moi le support informatique, le pourcentage de chances que l'utilisateur clique sur le lien est assez limité. Aujourd'hui, on est tous en télétravail, ou pour la plupart en télétravail. On n'est donc plus à côté de nos bases informatiques. On a moins de relations avec les gens du support informatique, et donc les entreprises mafieuses se sont lancées dans l'aventure en essayant de lancer une série d'attaques. Ça, c'est le premier sujet, c'est finalement l'éloignement. Et puis le deuxième sujet, c'est un sujet de concentration des équipes informatiques. On va le voir un peu plus tard, mais la montée en puissance du télétravail a fait que les informaticiens ou les équipes informatiques ont été très sollicités au départ, et donc les pirates se sont dit que tant que les informaticiens étaient sollicités ou sursollicités sur des activités d'opération informatique pour vous permettre d'avoir la bande passante, pour vous permettre de vous connecter en VPN, ils allaient être moins précautionneux ou moins en alerte sur les attaques informatiques. Et donc voilà, c'est ces deux côtés qui sont l'éloignement des bases et la sursollicitation des équipes informatiques pour fournir du télécom et du service au moment du démarrage du confinement, pardon, ont été des sujets, ou en tout cas des vecteurs d'attaque pour les pirates. Alors, nous allons
passer à notre premier sondage. Connaissez-vous la différence entre une attaque technique et, on va dire, une attaque sous forme d'ingénierie sociale? Donc, nous allons vous proposer de répondre par oui ou par non sur le sondage qui s'affiche sur votre écran. Alors, à ce stade, les résultats, 21% oui, 79% non. Eh bien, ça prouve que ce petit rappel va être utile. Ce que je vous propose, eh bien, c'est qu'on examine ces deux définitions. Alors, en fait, l'attaque technique, en fait, comme son nom l'indique, ça va être une attaque directement sur le système d'information par un attaquant, un cyberattaquant, un hacker, appelons-le comme on veut, et donc qui va directement viser le système d'information, donc les systèmes, les infrastructures ou les réseaux informatiques, ou tout simplement des ordinateurs personnels. Et il va pour ça s'appuyer sur différentes méthodes. David en a évoqué certaines, comme le hameçonnage, comme effectivement le ransomware, le rançongiciel en français, comme le déni de service. Donc différentes techniques pour voler, modifier ou détruire des données ou des systèmes informatiques. Dans les attaques techniques, d'ailleurs, on relève que effectivement, toutes n'ont pas du tout les mêmes impacts et certaines, malheureusement, se font en bloquant et en cryptant l'ensemble des données des systèmes d'information des entreprises attaquées, ce qui évidemment comme premier préjudice de rendre leur système inopérant et donc créer un manque à gagner considérable sur le plan financier, ces entreprises étant incapables de poursuivre leur cycle d'exploitation, donc de prendre des commandes, de livrer, etc. Donc il y a des manques à gagner qui peuvent se chiffrer en centaines de millions d'euros ou de dollars pour les grandes entreprises lorsqu'elles sont impactées. Donc ça n'est pas du tout neutre. Alors la deuxième approche, qui est en fait l'ingénierie sociale, elle va viser en fait le relationnel humain. Elle va s'appuyer d'abord sur l'homme, en priorité sur l'homme, pour effectivement en fait obtenir gain de cause. En fait, elle va agir sur deux leviers. Le premier, c'est le levier, on va dire, qui consiste à rationaliser en fait une démarche avec en usurpant par exemple l'identité d'un supérieur hiérarchique. Donc on va exercer une pression soi-disant hiérarchique sur l'individu, sur la victime, ou alors ça va être un plan librement consenti si en fait l'individu est manipulé par l'escroc pour arriver à ses fins. Donc, on va retrouver dans cette famille des fraudes assez connues, comme la fraude au président ou effectivement des appels téléphoniques, par exemple, pour obtenir un mot de passe, typiquement à une heure creuse, lorsqu'il y a moins d'interlocuteurs pour vérifier les dires de l'appel. Donc, typiquement, on va se faire passer pour l'équipe de support informatique et on va demander mot de passe. Bon. La caractéristique générale, c'est qu'en fait, dans l'ingénierie sociale, on va d'abord s'appuyer sur la faille humaine, mais néanmoins, évidemment, il va souvent y avoir une composante technologique parce que, en fait, pour usurper l'identité de quelqu'un, il faut usurper à la fois son adresse mail, éventuellement ses profils dans les réseaux sociaux, de façon à empêcher une vérification rapide et efficace ou à lever les premiers doutes de la victime. Donc, il y a toujours une composante technologique plus ou moins poussée, mais c'est vrai que ce n'est pas le même angle d'attaque. C'est pour ça qu'on les distingue dans leur définition. Et souvent, c'est dans les attaques en fait, dont sont victimes les entreprises, c'est une combinaison des deux qui va permettre à un attaquant de parvenir à ses fins. Voilà, c'était la petite définition qui nous paraissait important de rappeler. Et donc, je vous propose effectivement de reprendre le fil de notre exposé. David, c'est à toi. Oui. Alors, durant ces 2 mois, on a vu finalement 3 phases dans les attaques, ou en tout cas on va dire dans la vie de l'informatique. La première phase, ça a été finalement au début de la crise, au moment du confinement, c'est le recours massif au télétravail. Les risques se sont donc portés sur les postes de travail. Alors,
pour différentes raisons. Un certain nombre d'entreprises étaient déjà équipées de solutions de télétravail, et donc ces entreprises-là n'ont pas, n'ont pas subi d'attaques spécifiques. Par contre, il y a un tas d'entreprises, un tas de cabinets qui sont partis un peu à la chasse aux ordinateurs afin d'équiper leurs collaborateurs, et tout ça dans les tout derniers jours avant le confinement. Et là, on s'est retrouvé finalement face à des attaques, un certain nombre d'attaques visant les postes de travail. Donc Frédéric tout à l'heure a parlé effectivement des rançons logiciels qui sont la nouvelle mode des pirates. Sur des attaques de type hameçonnage, sur voilà, du phishing ou ce genre de choses. Ça, c'était plutôt au début de la crise. Après, il y a eu une deuxième phase finalement de stabilisation dans lequel les entreprises se sont dit que pour continuer à travailler, il allait falloir élargir les droits d'accès. Pourquoi élargir les droits d'accès? C'est parce qu'en fait, on était en interne, on a été obligé d'aller travailler depuis chez soi. On avait un certain nombre de droits, il a fallu élargir les droits d'accès, et aujourd'hui, on se retrouve à avoir donné à peu près n'importe quel droit à n'importe qui. Donc, typiquement, chez vos clients, pour faire une consolidation ou pour faire des traitements de fin de mois, on a été obligé de donner des droits beaucoup plus avancés chez vos clients pour que les gens puissent, depuis chez eux, depuis leur PC portable corporate ou depuis le PC portable qu'ils étaient allés acheter de toute hâte à la FNAC ou chez Darty, pouvoir continuer leur activité. Et puis on va maintenant finalement rentrer dans une troisième phase, dans cette phase de post-confinement, dans laquelle il va falloir revenir au basique, c'est-à-dire revoir les droits d'accès, parce qu'effectivement on a donné une fois de plus beaucoup d'accès un peu particuliers de manière dite temporaire pendant le confinement. On sait bien qu'en informatique il est facile de donner des droits, il est beaucoup plus compliqué de les supprimer, et donc dans les intérims, par exemple, que vous allez réaliser chez vos clients, évidemment, dans des intérims autour des habilitations ou de la gestion des droits, ça va être assez éclairant. Donc, il y a ce sujet de revue des droits. Il y a aussi un sujet de retour du matériel. Pour toutes les sociétés, pour tous les groupes qui étaient équipés de manière professionnelle, ou en tout cas avancé avec des PC portables sur lesquels il y avait des solutions d'échange, etc., il n'y a pas de sujet. Par contre, tous les gens qui, une fois de plus, ont couru les derniers jours après les PC portables, à un moment, il va falloir rapatrier les données qui sont sur ces PC portables sur les systèmes d'information de l'entreprise. Et là, on va rentrer dans une situation où effectivement, on pourrait avoir une deuxième vague de virus, cette fois-ci informatique, avec des gens qui vont rapatrier depuis des PC personnels, depuis des PC achetés en toute hâte, vers le système d'information du cabinet ou de votre client. Et donc, on va être vraiment dans une phase plutôt d'attaque a posteriori, avec des pirates qui vont avoir mis quelque part des bombes logiques un peu partout et qui vont attendre le déclenchement de ces attaques. Donc ça, c'est un peu les trois phases finalement, alors les deux premières qu'on a vécues, et puis la troisième qui est entamée ces derniers jours en post-confinement. Alors, peut-être quelques mots sur les bonnes pratiques à adopter au sein des cabinets. On va démarrer de la même manière avec un sondage. On vous pose la question de savoir si vous avez renforcé les mesures de vigilance, de cybersécurité au sein de vos structures depuis le début de la crise. On va vous laisser répondre au sondage. Donc, ce qui se dégage, c'est à peu près une proportion égale entre
entre le renforcement de mesures et puis le fait de ne pas avoir pris de mesures. C'est un peu ce qu'on voit effectivement chez un certain nombre de clients, c'est que les entreprises se sont ont partiellement pris en compte ces sujets cybersécurité au moment du confinement. Peut-être en termes de bonnes pratiques, Frédéric? Absolument. Alors maintenant, plaçons-nous effectivement donc, sur les différentes bonnes pratiques qu'on peut adopter dans nos cabinets. La première, évidemment, je rebondis directement sur ce que vient de dire David. En fait, les entreprises qui ont dû adopter à la date un mode en remote, c'est-à-dire de télétravail, et qui n'étaient pas totalement organisées, forcément ont pris des risques parce que travailler dans l'urgence, c'est souvent faire passer l'opérationnel avant la sécurité. Et donc, c'est pour ça que, comme il a dit, on se retrouve avec des solutions qui manquent de sécurisation. Donc, typiquement, évidemment, les fameux portables, on avait des postes fixes au bureau, on a acheté des portables, simplement, on n'a pas bien configuré, on n'a pas installé le VPN qui va bien, l'antivirus, il a été paramétré effectivement un peu à la va-vite, où il n'y en a pas. Et là, on est évidemment en mode complètement dégradé par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. On va se retrouver dans des solutions, on va essayer d'aller au plus vite, on va essayer de prendre des solutions SaaS pour pouvoir basculer sur Internet rapidement, mais la sécurité, la gestion des accès et des habilitations a été faite de façon, on va dire, sommaire, et typiquement tout le monde a droit d'accéder à tout avec des mots de passe qui n'ont pas été bien sécurisés. C'est exactement ce qu'expliquait David. Typiquement, là, c'est notre premier risque. Évidemment, c'est là-dessus que tout se travaille. Donc, on a à ce sujet donc des guides qui ont été publiés par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information, qui est l'agence française qui est rattachée au Premier ministre, et qui en fait assure la sécurité des systèmes d'information de l'État et qui fait un rôle de veille en France en général. Et donc, il a fait notamment un guide sur le nomadisme numérique qui est très intéressant et qui s'adresse évidemment on va dire aux chefs d'entreprise que vous êtes. Donc ça, c'est la première bonne pratique. C'est évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est de faire attention, de bien veiller à ce que la sécurité ait été correctement déployée sur les postes de travail, les serveurs, dans un mode remote. Ça, c'est la première étape. Deuxième étape, ce sont les VPN. Parce que là aussi, le risque, c'est d'avoir adopté en fait des VPN, on va dire, gratuits ou bon marché, au détriment au détriment d'outils professionnels. Donc, quel est le risque en fait principal avec ce type d'outils? Très clairement, c'est en fait qu'il présente d'importantes failles. Alors, lesquels? Bon, d'abord, la sécurité elle-même, puisqu'en fait, on constate qu'en fait, un nombre important de VPN gratuits, si on veut utiliser des solutions faciles à implémenter, on va aller chercher du gratuit. Mais en fait, le problème, c'est qu'il y en a une partie non négligeable qui, en fait, comporte des malwares. Donc, si vous installez le VPN, pas de bol, en même temps, vous installez un malware, ce qui est quand même donc, ce qu'on appelle effectivement, typiquement, un rançongiciel. Alors, la deuxième, c'est qu'en fait, évidemment, il faut bien qu'ils se rémunèrent. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vous bombarder de publicité. Ils vont surveiller toute votre activité en ligne pour pouvoir vendre en fait les informations de trafic, vos préférences, etc. à des tiers. Donc, on est dans le syndrome Cambridge Analytica, mais en fait, c'est ça, c'est qu'on vend vos données, on vend vos données personnelles. Donc, en termes de confidentialité et de sécurité, évidemment, c'est une catastrophe. Et bien entendu, ensuite, ils vont avoir des impacts en termes de puissance puisqu'ils vont limiter votre activité parfois. Ils vont dire, voilà, on capte à une certaine puissance, un certain volumétrie. Ou encore, ils vont carrément consommer votre bande passante parce que soit ils sont mal conçus, soit carrément ils revendent la bande passante à des tiers. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ils vont dire, en fait, la bande passante que vous n'utilisez pas, elle est revendue à des tiers. Voilà, donc le VPN gratuit, c'est en fait tout sauf de la sécurité. Ça peut être pire en fait, de ne pas en avoir parfois, même si au départ, on a cherché à faire plutôt, on va dire, renforcer la sécurité dans le cadre d'un accès à distance, puisque vous savez que le VPN, c'est par définition ce tunnel encrypté qu'on va créer entre un poste distant et les serveurs de l'entreprise. Or, là, en fait, on aboutit au résultat inverse, c'est-à-dire qu'on se rend plus vulnérable qu'avant.
Donc, troisième bonne pratique, en fait, ben, c'est dans les transferts de fichiers qu'on peut avoir entre collaborateurs ou clients. Donc, là, on va retrouver à peu près la même problématique que pour les VPN, à savoir que, en fait, on va utiliser des plateformes d'échange grand public qui ont les mêmes défauts que les VPN que je viens de citer, c'est-à-dire des problèmes de confidentialité des données qui sont stockées sur les serveurs de ces plateformes d'échange. Donc, par exemple, qui n'a pas utilisé WeTransfer, WeSendIt ou par exemple encore Dropbox. Le problème des versions gratuites, c'est un peu la même que pour les VPN tout à l'heure, c'est qu'on va avoir des problèmes de capacité, de limitation, on va avoir des problèmes de confidentialité et de sécurité des données qui sont entreposées sur les serveurs cloud de ces éditeurs, donc un risque de fiabilité accru. Alors comment en fait, comment peut-on en fait s'organiser en la matière? Alors il y a un outil qui est recommandé par la NSSI, qui est en fait développé par une société française qui s'appelle ZED. Donc ZED, en fait, il permet de transfert de sécurité de fichiers. Alors évidemment, il n'est pas vraiment gratuit, il n'est pas cher non plus, et il repose sur un principe simple, c'est qu'en fait, les données que vous souhaitez transférer, ils vont être cryptées dans des conteneurs. Hein, donc c'est l'équivalent de fichiers, c'est des conteneurs. Donc c'est l'équivalent de répertoire en quelque sorte, dans lesquels en fait ces données sont encryptées et va ensuite pouvoir être transmis, donc stocké sur un serveur ou transmis par mail. Et seul le destinataire qui a été au départ identifié va pouvoir s'authentifier pour ouvrir le conteneur. Donc l'outil en fait est lui-même gratuit, c'est-à-dire que si vous êtes récipiendaire en fait d'un mail par exemple qui a utilisé Z, vous avez juste à voir l'utilitaire, mais vous ouvrez votre fichier sans avoir rien à payer. En revanche, l'émetteur qui lui crée des conteneurs, lui va devoir payer une somme pour pouvoir utiliser, pour pouvoir créer un conteneur, mais sur des sommes qui sont, on va dire, tout à fait abordables. Et donc, je vous invite à aller, si vous voulez en savoir davantage, à aller sur le site de l'ANSSI, donc qui est ssi.gouv.fr, et vous avez l'adresse là qui est dans le support, que vous pourrez consulter tout à l'heure. J'y reviendrai. Donc, la quatrième bonne pratique, hein, on n'y reviendra jamais assez, mais c'est la gestion des mots de passe. Et typiquement, la première sécurité à avoir, c'est évidemment des mots de passe qui sont solides, des mots de passe qui sont robustes, donc qui sont suffisamment complexes. Et ça, c'est tout à fait vital. Évidemment, essayez d'utiliser des mots de passe que vous n'utilisez pas dans des endroits un peu plus publics du genre Gmail, Facebook et autres. Le nombre d'entreprises qui ont été piratées parce que l'administrateur utilisait le même mot de passe pour son compte de session administrateur et pour son compte Facebook ou Gmail sont légion. Et en fait, les hackers vous observent sur les réseaux sociaux. Si vous représentez un enjeu intéressant, ils vous observent, ils finissent par savoir où vous allez. Et ensuite, il est beaucoup plus facile d'aller chercher, identifier un mot de passe sur Gmail ou sur Facebook que d'aller essayer de forcer un mot de passe beaucoup plus sécurisé sur un serveur d'entreprise qui a un certain nombre de protocoles, comme limiter le nombre de connexions, comme de détecter les adresses IP, etc., des gens qui se connectent. Enfin voilà, donc c'est pas du tout la même logique de sécurité. Donc le mot de passe, c'est quand même, ça reste la stratégie. Hein. Donc évidemment, on va pas refaire la litanie de mettez pas votre mot de passe sur votre post-it, parce qu'en confinement, évidemment, c'est peut-être moins risqué d'utiliser le post-it, quoique. Mais par contre, on retrouve d'autres syndromes, c'est effectivement le mot de passe insuffisamment sécurisé, avec l'utilisation de sites distants, comme les sites en SaaS, où là, bah, typiquement, des gens de l'extérieur peuvent essayer de venir se connecter au serveur en utilisant votre login et votre mot de passe. Donc, la vigilance s'impose. C'est sans doute enfoncer une porte ouverte pour un grand nombre d'entre vous, mais néanmoins, en fait, c'est quand même toujours premier rempart en fait, en la matière. Donc, il reste effectivement une dernière étape, et en fait, c'est un peu l'objet finalement de ce webinaire, hein, et que vous allez sans doute pour un certain nombre d'entre vous, vous allez répéter cet exercice auprès de vos équipes, c'est la sensibilisation.
On s'aperçoit que la sensibilisation, c'est un exercice extrêmement important et qu'il faut donc en fait, il faut avoir un plan de communication sur la cybersécurité et les risques correspondants. Alors, on peut se dire, nous, dans les cabinets, en fait, vous savez, les gens, ils sont quand même formés, ils ont bac+2, bac+3, souvent aussi bac+5, c'est pas la peine de leur expliquer. Ah, c'est faux. En fait, plus ils sont réputés, cultivés et formés, et en fait, plus ils sont distraits. En fait, il y a des entreprises qui se spécialisent là-dedans pour faire des tests pour savoir si les gens, justement, sont sensibles à la cybersécurité. Ils font des tests dans une entreprise pour vérifier le degré de vigilance. Et en fait, ils envoient évidemment un phishing, mais on va dire organisé pour le compte de l'entreprise cette fois. Et puis, en fait, on s'aperçoit que dans une boîte d'ingénieurs ou d'experts comptables, il y a 25% des gens qui vont cliquer sur un mail frauduleux. Enfin, voilà. Si c'est bien fait, si c'est fait avec quelqu'un que vous connaissez bien, évidemment, typiquement, vous c'est un fournisseur habituel, genre votre éditeur de logiciel, qui envoie un mail avec l'entête de la banque ou que sais-je, que vous avez l'habitude d'utiliser pour vos clients ou pour vous-même, et ben allez-y, ils vont cliquer. Avec bonheur sur le mail et atteindre la pièce frauduleuse. Donc ça, et bien sûr, ensuite, on s'aperçoit que voilà, 25%, c'est quand même juste considérable. Donc on voit bien que la sensibilisation est extrêmement importante. Et c'est pour ça que justement ce webinaire a aussi cette vocation, c'est par capillarité de vous permettre de sensibiliser vos équipes à ces risques. Alors après, il y a toutes sortes d'outils. Vous voyez là, il y a une jolie infographie qui présente toutes les pistes possibles. Hein. Évidemment, les tests de phishing, ce dont je viens de parler, mais il y a aussi bien sûr le fait d'avoir un affichage. On peut aussi imaginer d'avoir des économiseurs d'écran qui rappellent les règles de bonne sécurité, parce que du coup, elles reviennent à l'esprit des gens plus facilement. La formation comme celle que vous pourrez faire en interne, on l'a cité tout à l'heure, ou encore, effectivement, pratiquer des sondages permanents pour voir quel est le degré de connaissance qu'ont les utilisateurs de certains risques et de certaines pratiques. Voilà, j'ai évoqué certains de cela, mais ce qui est important, c'est de régulièrement rappeler quelques règles de sécurité et de dire aux gens, ah, au fait, est-ce que vous avez pensé à, maintenant, je voudrais que vous ayez un mot de passe à minimum 10 caractères, est-ce que tout le monde a bien mis à jour son mot de passe à 10 caractères, parce que sinon, on va mettre à jour nos serveurs et empêcher et bloquer tous les comptes qui n'ont pas au moins 10 caractères. C'est sûr, quand vous dites ça, les gens, évidemment, à un moment donné, ils bougent. En fait, c'est régulièrement ce genre de pratiques qui font que réinformer, vous allez faciliter l'exercice d'une vigilance régulière, parce que sinon, on s'aperçoit très vite que la vigilance retombe. Et là, on l'a bien vu, David l'a bien démontré, en fait, avec la période actuelle, vous voyez bien que toutes les entreprises sont attaquées et qu'en fait, on assiste à une recrudescence invraisemblable de cybercriminalité. Tout le monde est attaqué. On a cité là des exemples comme la NASA, mais les banques françaises sont toutes attaquées. Les serveurs des banques françaises sont tous attaqués en permanence. C'est une recrudescence aussi, parce qu'ils espèrent évidemment que il y aura un amoindrissement de la vigilance des systèmes des sécurités informatiques, parce que les gens sont en confinement, y compris les services informatiques, donc ils se disent on va essayer, donc ils sont attaqués en permanence. Donc voilà, c'est comme ça, faut faire avec, et donc faut être vigilant pour éviter. Donc comment on peut mettre en œuvre ensuite, au-delà de ce support, vous allez avoir d'abord les fiches pratiques qui sont disponibles sur le site de la CNCC, où vous allez quand vous êtes tout en haut dans le répertoire gestion de cabinet, vous allez avoir des fiches. Donc là, vous voyez 3 fiches qui traitent en fait de ce sujet. Donc l'alerte cyber et Covid-19, comment accompagner vos clients à distance, donc en mode remote, et puis comment se protéger en cas d'attaque, de cyberattaque. Voilà quelques exemples. Donc là, on rappelle que d'ailleurs, la CNCC a souscrit à un contrat cyber-risque donc pour nous assurer en la matière. Mais évidemment, ça vous couvrira pas les pertes d'exploitation éventuelles, ni effectivement le coût de reconstitution de vos données. Ça vous protégera surtout des de vos clients, mais pas forcément de tous vos risques propres. Donc en fait, ça vous donne aussi un certain nombre de recommandations à comment réagir dans ce cas de figure. Ouais, donc voilà, donc là je pense que c'était intéressant de consulter ces fiches qui sont disponibles sur le site de la CNCC. Donc on va aborder maintenant en fait la troisième partie en fait de ce webinaire.
Donc, une fois qu'on a examiné nos bonnes pratiques internes, en fait, comment en fait allons-nous améliorer en fait notre gestion des risques cyber avec les clients et quel type de mission allons-nous pouvoir rendre? On va commencer par un petit sondage pour vous demander par exemple, est-ce que vous intégrez actuellement des contrôles d'audit informatique sur certaines de vos missions d'audit, de certification des comptes? Et je vous invite donc à répondre au sondage qui s'affiche. Alors, vous voyez, ce résultat, moi, il me fait chaud au cœur parce que ça veut dire quand même que le travail de sensibilisation de rôle qu'a notre profession en matière d'audit des systèmes d'information, à la fois dans le cadre de la mission d'audit pour appréhender le contrôle interne, mais aussi parce que ça nous permet aussi on va dire, d'accompagner nos clients dans la maîtrise de leur risque informatique. Je trouve que c'est très encourageant puisque vous êtes quand même 74% 73% à être sensible à cette problématique d'audit informatique. Donc oui, c'est 41% on l'implémente déjà et 32% l'envisage. Ben, je ne peux que vous encourager à poursuivre dans ce sens. La commission audit informatique est là pour vous accompagner aussi. On essaie de développer des outils en ce sens. On aura l'occasion d'en reparler prochainement. Donc en tout cas, on voit bien qu'on est sur un sujet qui est important. Alors justement, accompagnons nos clients. Donc trois sujets prioritaires en tout cas vis-à-vis des clients. Donc le premier sujet, c'est évidemment la sensibilisation. Vous voyez, on a évoqué la sensibilisation des équipes en interne. Ben, je pense qu'aussi on a un travail à mener de sensibilisation de nos clients aux risques cyber. Je pense qu'avec ce type d'outils, avec ces supports, mais aussi d'autres outils sur lesquels je reviendrai tout à l'heure, en fait, on peut sensibiliser nos clients. Alors, vous allez me dire, je ne suis pas un spécialiste des risques cyber. Peut-être. Néanmoins, il y a beaucoup de choses qui relèvent du bon sens. Nous avons des outils qui ont été développés justement pour les commissaires aux comptes généralistes. Et vous verrez à l'usage qu'en fait, un certain nombre de sujets qui sont à revoir avec votre client ben, sont tout à fait à votre portée, puisque c'est d'abord en fait comprendre, se poser les bonnes questions et vérifier quel est le degré de maturité et de sensibilité de l'entreprise à cette problématique. Et rien que ça, rien qu'avec cette évaluation générale, vous pouvez déjà aider votre client à préciser ses besoins. C'est important parce que ça commence d'abord par évidemment la prévention du risque par les dirigeants. Et combien sont vraiment sensibles au risque cyber en ce moment avec la Covid-19? On voit bien effectivement tout ce qu'a expliqué David sur toutes les attaques qui sont menées en ce moment. Est-ce qu'eux-mêmes en sont conscients? S'ils sont dans le secteur de la santé, est-ce qu'ils sont hôpital, clinique, EHPAD, grossistes en médicaments, est-ce qu'ils ont pris conscience des risques en fait, qui affectent le secteur en ce moment et qu'il y a une recrudescence énorme en fait, d'attaques en tout genre qui les concernent? Voilà, c'est très simple. Hein. Il y a un certain nombre de choses comme ça qui peuvent déjà permettre d'identifier les clients potentiellement à risque et ensuite de les sensibiliser parce que c'est d'abord sensibiliser les dirigeants. Nous, c'est la première étape, hein, c'est le premier travail. Vous avez ce type de support peut aider à ça, je pense très honnêtement. Et puis ensuite, évidemment, peut-être les aider à sensibiliser leurs propres équipes à cette problématique en les aidant à acculturer leurs salariés à la maîtrise des risques cyber. Ensuite, il y a deux autres sujets, David, n'est-ce pas? Je pense que les habilitations, c'est quand même un gros sujet de priorité. Exactement. Donc, sur les habilitations, hein, ce qu'on rappelle, c'est qu'effectivement, dans cette période où les gens sont allés télétravailler, et un peu dans l'urgence, on a finalement donné des droits ou étendu des droits qui étaient peut-être tout à fait légitimes pendant la période de confinement, qui ont été
peu contrôlé. Finalement, les gens sont partis, on leur a donné des accès un peu en urgence. Et la question qu'on doit ou que vous devez vous poser, c'est effectivement de reprendre les bases. On parle souvent dans les intérims de contrôle interne, de revue des habilitations. C'est certainement le bon moment pour le faire, parce qu'une fois de plus, on a donné des habilitations souvent de manière très expansive aux utilisateurs. Nous, on a par exemple fait un travail il n'y a pas longtemps sur des habilitations pour des gestionnaires de paye. Les gestionnaires de paye dans un certain nombre de structures, souvent c'est régionalisé ou par département. Et bien là, on s'est aperçu que finalement, au moment du confinement, on a donné à peu près les droits à tout le monde pour tout faire sur la gestion de paye. Et donc, potentiellement, on pourrait se retrouver avec des gens qui peuvent saisir des payes, modifier des payes ou des calculs de paye, alors que leur rôle ou leur position ou les gens sur lesquels ils ont à faire la paye ne devraient pas s'appliquer. Donc là, il y a une revue un peu complète des habilitations à réaliser. Et puis le dernier sujet dans ces points prioritaires pour nous, c'est tout ce qui s'est passé en termes de plan de continuité d'activité. Nos clients à tous et l'ensemble des cabinets ont vécu des exercices de plan de continuité en live. On n'a pas testé grand-chose, mais on a fait la vraie vie et les entreprises ont continué à produire. Et donc, il y a un certain nombre de REX ou de retours finalement à observer pour différentes raisons. La première, c'est qu'on a vécu là un confinement, rien ne dit que une prochaine crise, quel que soit le sujet, que ce soit sanitaire ou autre, ne puisse arriver. Donc il y a un vrai retour à faire. Et donc ça va être intéressant de travailler sur ces sujets de plan d'activité. Alors, quels sont les outils en fait dont vous pouvez disposer en fait pour justement traiter ces différents sujets? Le premier, par exemple, et qui est tout à fait à notre portée dans la sensibilisation, en fait, ce sont les bonnes pratiques en matière de virement bancaire. Donc, il y a un guide qui a été édité par la Fédération bancaire française et qui, par exemple, liste et qui détaille ensuite dans ce guide 9 bonnes pratiques donc, et qui sont tout à fait à notre portée. Respecter une procédure interne, en gros, c'est le contrôle interne de l'opération, de bien séparer déjà les différentes fonctions, séparation des tâches, n'est-ce pas? C'est d'avoir évidemment un certain nombre de règles qu'on connaît déjà dans nos procédures de contrôle interne. C'est voilà, les plafonds, les doubles signatures, le fait d'avoir le bonbon à payer, voilà, le bon à payer qui va bien. Le deuxième, évidemment, on revient toujours dessus, mais je pense que c'est inlassablement qu'il faudra revenir dessus, sensibiliser évidemment les équipes au risque d'escroquerie, en leur expliquant en fait évidemment quels sont les risques qui se présentent à eux, qui peuvent recevoir des mails sur lesquels on va leur dire, voilà, on propose d'acheter des masques en urgence, commandés sur tel site internet. Et évidemment, pas de bol, évidemment, c'était dans l'escroquerie. Il faut savoir que d'ailleurs, je crois qu'il y a eu 5000 certificats qui ont été délivrés en quelques jours, là, au début avril, sur des sites qui intégraient le nom Covid. Voilà. Bon. Voilà. Donc, on imagine bien le nombre de faux sites qu'il peut y avoir là-dedans, qui donc vont vendre tout et n'importe quoi. Ils vont jamais vous livrer quoi que ce soit, ils vont garder l'argent. Il faut être en veille sur les escroqueries aux entreprises parce qu'évidemment, ça évolue sans arrêt. Donc, c'est important de savoir ce qui existe pour pouvoir ensuite donc, à la fois vous en tant que professionnel, mais aussi vos clients doivent se sensibiliser, donc se mettre en veille sur ces escroqueries de façon à savoir en fait quels sont les risques et donc de pouvoir à leur tour avertir leurs équipes en les sensibilisant aux risques qui peuvent se présenter. Comme par exemple en ce moment, comme je le disais tout à l'heure, dans le secteur de la santé, comme ils ont été confrontés à des tas de commandes en urgence de consommables de type les gels, les masques, les gants, les blouses, etc., sans parler de matériel médical, bien, en fait, il y en a qui en fait, ont passé des commandes à des escrocs parce qu'ils usurpaient les fournisseurs, ils usurpaient l'identité des fournisseurs, ils leur demandaient de faire des paiements, et puis le paiement part à l'étranger, et puis après, vous ne revoyez jamais l'argent. Donc, il y a comme ça un grossiste qui a perdu plus de 6 millions d'euros parce qu'il a fait des commandes en urgence par un escroc qui avait usurpé l'identité d'un fournisseur. Il y a 6 millions de commandes de masques qui sont partis à l'étranger et qui ne reviendront jamais.
Donc, être toujours en veille sur ce qui se passe, parce que ça permet effectivement d'adapter, on va dire, les lignes de défense et la sensibilisation. Maîtriser la diffusion des informations, évidemment, concernant l'entreprise, parce que plus on diffuse d'informations sur l'entreprise, que ce soit sur le site web, les réseaux sociaux, etc., ben, plus on donne d'éléments aux escrocs pour identifier les faiblesses potentielles, usurper des identités. Donc, c'est tout à fait important de maîtriser tous ces processus de diffusion d'informations. Après, faire preuve de bon sens, ça, honnêtement, c'est la partie la plus difficile, hein, parce qu'en fait, faire preuve de bon sens, c'est évident et en même temps, c'est très difficile parce que, en fait, quand on est dans la pression et dans l'urgence, faire preuve de bon sens, c'est pas facile. Ce qui est plus facile, c'est de suivre une méthode, parce qu'au moins, en suivant une méthode, on essaie d'éviter de se prendre les pieds dans le tapis. Et la méthode, c'est notamment de prendre le temps d'effectuer des vérifications. Parce que, en fait, avant que vous ayez payé, avant que le client ait payé, en fait, le temps joue contre l'escroc. Une fois qu'il a payé, le temps va jouer inversement contre l'entreprise victime. Donc, en fait, prendre le temps, c'est le meilleur moyen de se prémunir contre des risques. Ensuite, veiller à la sécurité des accès, bien sûr, aux services de banque à distance. Hein, comme je l'évoquais tout à l'heure, il y a beaucoup de. On sait qu'on peut acheter sur le dark web des tas de données d'accès à des comptes bancaires à distance. C'est absolument hallucinant. Sécuriser les installations informatiques, évidemment, et surtout, enfin, contacter immédiatement la banque et la police judiciaire en cas de fraude pour pouvoir effectivement que eux puissent agir éventuellement et remonter la filière et essayer de récupérer l'argent si c'est possible. Donc voilà, là vous avez un guide et bien sûr chacune de ces bonnes pratiques fait l'objet d'une fiche en fait, en quelque sorte, hein, détaillée. Et ce que je vous invite, c'est à la consulter et de partager avec vos clients parce que je pense que c'est des choses un peu rafraîchissantes en cette période. C'est des piqûres de rappel dont les clients ont certainement besoin en ce moment. Ensuite, deuxième outil, et en fait, dont on est très fier à la Compagnie régionale de Paris, c'est le guide audit informatique tous concernés, donc bon nombre d'entre vous connaissent aujourd'hui, donc qui est téléchargeable librement sur le site de la Compagnie régionale, qui se compose de 10 fiches d'entretien, donc des entretiens qui sont menés principalement avec le chef d'entreprise et le responsable informatique, des cartographies de risque, des fiches missions. Donc tout ça téléchargeable et évidemment tout particulièrement on va dire trois fiches qui à mon avis, même si toutes sont hyper intéressantes, mais qui dans le contexte actuel me paraissent plus adaptées au contexte. Je pense par exemple à la fiche sur le contrôle des accès, puisque là on est sur un sujet quand même d'habilitation et surtout de contrôle des accès qui est extrêmement important. Le deuxième, évidemment, puisque David a bien souligné l'importance des plans de continuité d'activité et comment nous pouvons prendre connaissance des plans de continuité d'activité de nos clients et de voir comment ils réagissent effectivement et comment ils se sont adaptés. Et puis la troisième, évidemment, c'est la fiche sur la cybersécurité, donc elle est incontournable lorsqu'on parle de ce sujet, donc la fiche numéro 10 sur la cybersécurité. Donc en fait, voilà ce qu'on peut dire sur les différents outils. Que je vous propose, c'est aussi de parcourir en fait les ressources qui sont à votre disposition. Donc on a un premier outil, David, tu vas peut-être en parler mieux que moi, qui sont les ressources de la NSSI. Exactement. Effectivement, l'ANSSI a mis à disposition depuis maintenant 4-5 ans un certain nombre de ressources. La principale, enfin en tout cas le cœur des informations, c'est vraiment ce qui s'appelle le guide d'hygiène, qui est un guide je crois qu'il y a une trentaine de mesures de tête qui sont juste des bonnes pratiques en termes de sécurité informatique, qui s'adaptent chez vous, qui s'adaptent évidemment aussi chez vos clients. C'est complètement vulgarisé pour les non-informaticiens et c'est compréhensible par tout à chacun. C'est vraiment très très bien fait. Après, il y a un certain nombre de guides peut-être plus spécial, enfin plus avec un focus un peu plus particulier, toujours par l'ANSSI, sur le nomadisme numérique. Donc là, quand on parlait tout à l'heure effectivement des PC qui sont partis dans la nature au moment du confinement, si les gens avaient vu ce guide il y a quelques mois, on serait parti de manière un peu plus sécurisée, les entreprises en tout cas seraient parties de manière un peu plus sécurisée en confinement.
L'ANSSI a mis aussi à disposition des MOOC. Donc les MOOC, c'est des cours, des sensibilisations un peu avancées. Il y a deux MOOC intéressants. Il y a le MOOC de l'ANSSI et il y a également le MOOC de la CNIL, qui sont vraiment des sujets, enfin c'est vraiment très intéressant, très bien fait. Ça demande un peu de temps. De mémoire, le MOOC de l'ANSSI, il y a, il me semble, 8 thématiques. À la fin, on vous délivre à chaque fois un petit diplôme. Et pour chaque MOOC, il faut à peu près 1 heure, donc il faut pouvoir y consacrer entre 8 et 10 heures. Mais c'est vraiment très intéressant. Et puis après, il y a d'autres ressources comme le site Secnum Academy, Cybermalveillance, dans lequel vous pouvez collecter un certain nombre d'informations, notamment plutôt de l'actualité, sur tout ce qui se passe, en ce moment. BPI France a fait aussi un guide, la CGPME a également fait un guide. Donc vous allez sur ces sites institutionnels ou d'agences, vous allez trouver un certain nombre d'informations qui sont tout à fait compréhensibles, même par les non-informaticiens, et qui permettent d'élever le niveau de sécurité des entreprises. Alors, autre ressource, c'est le prochain webinaire de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes, sur confinement numérique et cybervigilance. Donc, il y a une session le 19 mai qui démarre à 9h30. Donc là, vous avez le lien d'inscription. Et en fait, cette conférence, ce webinaire dure à peu près comme nous 1h30 de mémoire. Donc voilà, vous avez avec ça aussi un complément. Alors là, vous êtes sur on est back to basics, c'est-à-dire qu'on revient vraiment aux fondamentaux en fait dans ce séminaire. Donc c'est un bon webinaire pour une première prise de connaissance, une première revue du panorama des solutions qui existent. Ce que je vous propose, là, je pense qu'on a fini notre présentation. Maintenant, on a encore quand même pas mal de choses à partager ensemble. Donc, ce que je vous propose, c'est de faire une petite séance de questions-réponses. Et donc, du coup, je vous invite effectivement à nous poser des questions par le lien de chat qui se trouve sur votre droite. Donc, sur la petite flèche rouge, vous accédez à un lien de chat et si vous voulez nous poser des questions, nous serons à votre disposition pour y répondre. Il y avait peut-être une première question qui était de savoir ce qu'était un VPN ou ce que voulait dire un VPN. Frédéric, tu y as répondu tout à l'heure. L'idée, c'est juste un VPN, c'est un dispositif qui permet d'échanger de manière sécurisée entre un point A et un point B. Comme vous le faites par exemple quelque part quand vous vous connectez sur votre site de banque en ligne, vous êtes dans un canal qui est complètement sécurisé. Donc ça s'appelle de l'HTTPS, c'est pour un site web. Dans d'autres mondes, ça s'appelle un VPN et ça permet de se connecter de manière complètement sécurisée. Si un pirate arrive à se mettre entre moi et le serveur, finalement, il va avoir un flux complètement chiffré, donc il n'en tirera absolument aucun bénéfice. Comme l'a dit tout à l'heure. Virtual Private Network. Voilà, donc réseau privé virtuel en français. Donc il existe un certain nombre, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, de VPN gratuits avec des liens un peu étranges qu'il n'est pas bon d'utiliser. Donc typiquement, le risque, c'est quand on veut effectivement travailler en mode distant en utilisant des solutions bon marché du grand public, où en fait le risque, c'est qu'en fait on va surtout, on va dire, se rendre vulnérable en termes de sécurité des données et de confidentialité des données. Hein, on le voit, tout ce qui est gratuit par définition, il faut bien qu'il se rémunère. Donc il se rémunère comment? En vendant vos données. Voilà. C'est la principale source de revenus, elle est là. Donc ils vendent votre trafic, c'est-à-dire en fait les endroits où vous allez, à des tiers, que ce soit, on le retrouve dans les VPN gratuits, mais aussi dans les antivirus gratuits, par exemple. Hein, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. Et on le retrouve évidemment, et on trouve aussi voilà, les problématiques de publicité qui vont avec. Donc on a beaucoup de risques, de failles de sécurité qui en résultent. Alors, est-ce que nous avons des questions? Je vais regarder tout de suite. Hop.
Pour l'instant, je n'ai pas de questions en vue. Il y a une question sur avons-nous observé une recrudescence des fraudes au président depuis le début du confinement? Alors la réponse est clairement oui. La réponse est clairement oui. Vas-y, David, hein, si tu veux répondre là-dessus. Alors, en fait, il y a plus d'informations qui viennent souvent des pays anglo-saxons, puisqu'effectivement, eux, ils sont obligés de faire des déclarations lors de tentatives de vol ou lors de tentatives d'escroquerie informatique. Oui, manifestement, les tableaux se remplissent plus rapidement dans les pays anglo-saxons, ce qui semble dire que, enfin, eux sont obligés de faire des déclarations, ce qui est moins le cas en Europe du Sud. Si les Anglais et les Américains déclarent effectivement qu'il y a plus de fraude en tout genre, y compris les fraudes au président, c'est qu'il en est certainement de même en France. Alors, on l'a vu, en fait, comme je disais tout à l'heure, les fraudes au président. Alors, en fait, ce qu'on voit surtout, c'est une variante de la fraude au président, c'est ce qu'on appelle la FOVI, la fraude les faux ordres de virements internationaux. Et donc, en fait, on vous demande de virer de l'argent à l'étranger sous un prétexte d'urgence. Donc, on l'a vu avec la crise sanitaire dans les établissements de santé qui ont dû passer des commandes en urgence. L'urgence a créé des failles dans le processus de sécurité d'approvisionnement dont les escrocs et les hackers se sont servis. Parce que, évidemment, on sait bien que les auditeurs le savent, en fait, on va dire l'urgence et le changement sont les facteurs de risque les plus élevés en audit. Hein. On sait que le risque le plus élevé, c'est quand il y a un changement ou quand il y a une urgence, qui est une forme de changement qui déclenche effectivement des failles de sécurité et de contrôle interne. Donc on en constate un certain nombre. Là, je citais ce grossiste en médicaments qui a quand même perdu 6 millions d'euros dans l'affaire, c'est quand même sacrée perte. Et en fait, on a beaucoup de cliniques, d'EHPAD, hein, d'hôpitaux qui ont subi des problèmes comme ça. On a des particuliers aussi parce qu'en fait, vous recevez régulièrement des mails de gens qui vous disent tiens, il faut acheter chez moi des masques comme ça, et je vous livre à domicile. Mais si vous ne vérifiez pas exactement tout, en fait, vous avez beaucoup d'escrocs là-dedans. Donc, vous avez beaucoup de gens qui vous proposent d'aller commander sur un site qui en fait ne vous livrera jamais rien. En fait. Voilà. Les gens profitent de la situation un peu d'urgence dans laquelle les consommateurs se trouvent pour se tirer de l'argent pour rien. Après, on a des questions sur les services VPN recommandés ou pas. Je vous dirais que les opérateurs télécoms, les opérateurs nationaux, Orange, SFR, Bouygues et les autres, sont souvent des fournisseurs évidemment de solutions VPN. Donc ça, c'est des gens tout à fait recommandables. Il y a d'autres services VPN si sur vos infrastructures Internet, vous utilisez, ou vos informaticiens utilisent des services ou des outils de marques assez connues comme Palo Alto ou comme Checkpoint. Il suffit d'activer les fonctionnalités de VPN. Après, j'ai été assez surpris, j'ai vu de la publicité sur des chaînes info de gens comme par exemple NordVPN, qui sont certainement une entreprise très louable, mais NordVPN, c'était avant tout pour essayer, sa diffusion a été très poussée quand des petits malins essayaient de télécharger des films, des séries. Donc je vous orienterai plutôt dans les services VPN vers des opérateurs télécoms, vers des gens qui ont vraiment pignon sur rue. Ensuite, il y a une question sur les plateformes d'échange de documents type DocuSign pour les validations de signature. Alors ça, c'est des plateformes. Alors aujourd'hui, effectivement, comme l'a dit tout à l'heure Frédéric, il y a énormément de plateformes qui permettent des échanges de fichiers. Ces plateformes, elles permettent souvent d'échanger vos photos de vacances, mais
mais échanger des documents professionnels peut effectivement être un peu, enfin, on peut se poser des questions. Envoyer des documents sensibles par WeTransfer, ça peut être un peu dangereux. Aujourd'hui, des solutions comme DocuSign ou autres, il y en a plein. C'est des solutions qui effectivement mettent en œuvre des fonctionnalités un peu avancées ou en tout cas suffisamment avancées en termes de sécurité. C'est des gens qui vous mettent à disposition, si vous êtes un professionnel, des rapports ISAE 3402 qui sont des rapports de contrôle interne sur les services qu'ils mettent en œuvre. C'est des gens qui vous fournissent des rapports de type SOC, SOC 2, qui sont pareil, des rapports de contrôle interne cybersécurité. Donc la recommandation qui peut être faite, c'est effectivement, quand vous avez affaire à ces services, de vous assurer que c'est des vrais services professionnels et que ces gens peuvent vous mettre à disposition ce type de rapport de contrôle interne, qui vous donne un certain confort en termes de sécurité. Après, il y a une question sur la double authentification, dans lequel il est exprimé qu'il serait souhaitable de généraliser la double authentification. Alors oui, la double authentification est un moyen avancé de sécurité. Donc la double authentification, c'est le fait de donner un identifiant, un mot de passe et un troisième caractère, ou en tout cas une troisième question. Et généralement, alors ce qui se fait beaucoup maintenant, c'est de faire de la double authentification en vous envoyant des codes SMS ou en vous envoyant un petit message sur votre téléphone portable. Et donc, tout à l'heure, Frédéric a mis en avant le sujet autour des mots de passe. Si j'ai votre mot de passe aujourd'hui, j'accède à peu près à toute votre vie. Si en plus de votre mot de passe, il est nécessaire pour accéder à cette information d'utiliser une double authentification, bah, je vais avoir du mal à vous voler votre téléphone portable pour intercepter le SMS. Et donc la combinaison de l'identifiant, du mot de passe et d'un code aléatoire qui arrive par SMS ou un autre moyen est effectivement un niveau avancé en termes de sécurité. Dans un certain nombre de pays, par exemple en Suisse, pour se connecter sur les banques en ligne, aujourd'hui, il faut absolument, même pour les particuliers, il faut faire appel à cette double authentification. Alors, il y a une question, c'est est-ce qu'il est envisageable de réaliser des pentests chez nos clients? Alors, les pentests, ce sont donc les tests de pénétration qui ont pour objectif de vérifier, d'évaluer en tout cas la sécurité d'une application ou d'un système d'information. Alors, déjà, j'imagine bien que pour réaliser un pentest, il faut quand même un certain nombre il faut probablement l'accord du client pour le faire. Il y a un certain nombre d'acteurs qui sont assez spécialisés là-dedans, parce qu'après, il y a des problèmes de sécurité et de certification des entreprises qui font des pentests. Typiquement, en tout cas, effectivement, moi j'aurais envie de dire pourquoi pas, mais je pense qu'aujourd'hui, on a besoin d'avoir l'accord du client pour faire ça de toute façon à la base. Peut-être sur ce sujet, parce que nous, dans le cadre des mandats de commissariat aux comptes, on fait de plus en plus effectivement de tests d'intrusion qui sont demandés par les clients. Vous connaissez tous, pour ceux qui font de l'audit informatique, les ITGC et les ITAC, qui sont un peu le passage obligé aujourd'hui. Aujourd'hui, certains clients nous demandent, ou en tout cas on propose et on réalise des tests d'intrusion. Comme le dit Frédéric, évidemment, c'est toujours en plein accord avec le client, puisque faire un test d'intrusion sans l'accord du client, c'est interdit en France, tout simplement, parce que potentiellement, vous pouvez générer une interruption de service sur le système d'information, et donc évidemment, ça va être problématique. Et ensuite, il y a un certain nombre d'entreprises, l'ANSSI, dont on a parlé tout à l'heure, hein, l'Agence nationale, dans ses travaux, on a vu tout à l'heure qu'elle validait un certain nombre d'outils. On a parlé de Z, mais elle valide aussi un certain nombre de prestataires. Et donc, il y a un certain nombre de prestataires, dont Mazar, mais d'autres.
qui porte quelque part un tampon qui s'appelle PASSI, pour prestataire d'audit de la sécurité des systèmes d'information, et qui délivre des prestations effectivement de tests d'intrusion. Alors, ne vaut-il pas mieux opter pour l'utilisation de logiciels en mode hébergé, David? Alors, oui, à partir du moment où vous êtes face à effectivement un hébergeur, ou en tout cas un éditeur de solutions qui soit vraiment professionnel. Aujourd'hui, à peu près tous les ERP, tous les systèmes comptables que vous retrouvez chez vos clients peuvent être hébergés. Donc ça s'appelle en mode SaaS. C'est souvent des gens qui ont une capacité à détecter, une capacité à mettre en œuvre des critères de sécurité qui sont plus avancés qu'un certain nombre de DSI. Donc oui, ça va certainement dans le sens de l'histoire. Après, il y a des entreprises qui sont sur des sujets sensibles et qui ne veulent pas partir vers des logiciels en mode hébergé. Mais aujourd'hui, la plupart des entreprises que vous croisez font appel à des services qui sont hébergés à l'extérieur. Et souvent, ces services-là sont sécurisés de manière un peu plus avancée que si elles étaient hébergées et exploitées au sein même de l'entreprise. Alors, on a une question intéressante également sur le contexte professionnel dans lequel on réalise des missions en matière de cybersécurité. Est-ce qu'elles entrent dans le cadre de services autres que la certification des comptes, ou bien est-ce qu'elles rentrent dans le cadre des normes professionnelles liées à la certification? Alors, je fais peut-être une petite introduction pour en fait rappeler que deux choses. Alors, la première, c'est qu'on n'a pas l'obligation de rechercher la fraude en général, hein. Donc, en revanche, effectivement, et on le voit de plus en plus aujourd'hui, c'est qu'on a dans un certain nombre de secteurs d'activité, je pense notamment au secteur financier, hein, mais pas que, où en fait finalement le rôle des contrôles généraux informatiques est important, c'est-à-dire que la sécurité générale des systèmes d'information, donc les contrôles généraux informatiques qu'on doit opérer dessus, sont un élément incontournable, qui devient incontournable dans l'approche d'audit. Néanmoins, les missions sur la cybersécurité, elles, effectivement, la plupart du temps, vont rentrer dans une mission complémentaire, un SAC ou une mission prestation complémentaire, donc, plutôt que dans le cadre de la certification directement en conformant déployé. Donc on a un rôle à la base pour s'assurer effectivement qu'on peut porter une opinion sur les comptes issus de systèmes d'information dont on a besoin de savoir s'ils sont suffisamment sécurisés. C'est l'appréciation des contrôles internes, mais au-delà, évidemment, ça va plutôt être des missions complémentaires. Je ne sais pas si ça répond parfaitement à la question. Je ne sais pas si on a traité toutes les questions. On a des questions sur Zoom. Zoom, c'est l'application de visioconférence. Là, il y a 2 ou 3 questions qui fait fureur depuis le début du confinement pour 2 raisons. Premièrement, parce qu'on est parti un peu rapidement en confinement et que c'est une solution gratuite. Ou en tout cas, Zoom délivre un service gratuit et un service payant, mais vous pouvez très bien tenir des conférences Zoom de manière gratuite. Et puis, donc ça c'est le premier critère. Le deuxième critère, c'est qu'effectivement, il y a un certain nombre d'organisations qui se sont émues du peu de sécurité amené dans Zoom, puisque de mémoire, les propriétaires de Zoom, c'est Facebook ou quelque chose comme ça, et les gens de Zoom ont admis qu'il y avait des données qui transitaient par la Chine, ce qui évidemment pose un certain nombre de sujets. Donc Zoom a fait un beau travail marketing et de communication par la suite, en disant qu'ils avaient pris conscience des problèmes de sécurité, qu'ils étaient allés chercher le plus grand spécialiste de la sécurité au monde pour le faire rentrer dans leurs équipes. Je serais tenté de vous dire que Zoom, c'est bien pour générer vos apéritifs familiaux par Internet. Par contre, c'est pas une solution, c'est en tout cas pas une solution qui est recommandée par l'Agence nationale de sécurité, parce qu'aujourd'hui il y a encore trop de flou
même si effectivement depuis 2 mois, ils ont mis en place un certain nombre de barrières en termes de sécurité. Faut rappeler que, par exemple, au début du confinement, au moment où je crois que le G7 s'est réuni, les présidents et les premiers ministres ont tous fait, puisque c'est à la mode, des tweets en faisant des photos de la conversation Zoom. Et il y a des gens en haut, quand vous connectez sur un Zoom, en haut, il y a un ID, un numéro de connexion Zoom. Et il y a des gens qui se sont invités dans ces réunions, puisqu'en fait, ils n'avaient pas, le G7 n'avait pas activé les fonctionnalités un peu avancées de sécurité qui passent par un système d'invitation. Donc en fait, je me connecte, je suis dans une chambre d'attente et puis l'organisateur accepte que je rentre dans cette réunion. Donc voilà, tout ça a fait énormément parler de Zoom. Une fois de plus, ça ne fait pas partie des solutions les plus, enfin en tout cas qui sont recommandées par l'ANSSI aujourd'hui en France. Alors David, que penses-tu de Dropbox pour le partage de fichiers professionnels? Je reviens à WeTransfer, qui est très bien pour transférer vos photos de vacances. Dropbox, c'est un peu la même chose. Il y a une version gratuite de Dropbox. Je crois que c'est la présidente de la CNIL qui a dit que quand c'est gratuit, c'est que c'est vous le produit. Et donc, c'est des services qui sont hébergés aux États-Unis. On ne sait pas vraiment ce qui s'y passe. Et donc, à partir de là, mettre des données professionnelles, faire transiter des données professionnelles par des applications type Dropbox, effectivement, ça peut être un peu problématique pour 2 raisons. Au moment du transfert, finalement, ça passe par des serveurs qui sont en dehors de l'Union européenne. Et puis surtout, en fait, ces données, elles sont stockées pendant un moment sur les serveurs et vous avez juste aucune idée de la manière dont ces données sont enregistrées, dupliquées localement, etc., etc. Donc, dans un cadre professionnel, je ne recommanderais pas l'utilisation de ce genre d'outil. Et on nous pose également la question, David, sur Audit Drive. Alors, Audit Drive, je crois que c'est bien, ça c'est pas OneDrive, c'est Audit Drive, donc j'ai lu. Alors, Audit Drive, pour information, c'est l'outil, c'est une box sécurisée qui est mise à disposition par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes en collaboration avec Company Files, une société française. Alors, désolé, non, j'ai pas. Donc en fait, moi, j'utilise personnellement Audit Drive sur quelques dossiers. Je trouve que le produit est très bien. Ensuite, je n'irai pas, vous ne pouvez pas compter sur moi pour aller critiquer un produit que notre compagnie nationale a développé avec le but justement de permettre aux professionnels de travailler dans des conditions de sécurité et d'ontologie optimale. Donc voilà, mais je n'ai pas fait de sécurité de Drive en amont. Donc je ne leur ai pas demandé un rapport ISAE 3402 sur leur procédure de sécurité. C'est ça la question. Alors j'en ai une autre, c'est donc en fait laquelle je peux répondre et qui rebondit sur les règles déontologiques. Donc en fait, la question est donc de savoir si effectivement du fait il n'est pas interdit donc par le code de déontologie de réaliser des missions d'audit de cybersécurité chez nos clients de commissariat aux comptes sous forme de SAC. La réponse est non, effectivement, à partir du moment où il s'agit d'audit. Puisque nous, en fait, ce qui est indiqué là, c'est qu'on fait faire des audits de cybersécurité, c'est dans une activité de contrôle, et donc, en fait, il n'y a pas de conflit d'intérêt à partir du moment où on n'est pas à la fois concepteur, producteur, en même temps, ou producteur en même temps qu'on est contrôleur. Donc là, on contrôle un système d'information, on est toujours dans notre rôle d'auditeur. Donc, il n'y a pas, a priori, de conflit d'intérêt à faire des audits de cybersécurité. Je pense que toi, alors peut-être tu ne l'as peut-être pas en vision directe, parce que toi, tu fais plus de conseils que d'audits. Est-ce que je pense que la cybersécurité dans un cabinet doit être, enfin, les audits de cybersécurité chez les clients CAC, il doit y en avoir régulièrement, j'imagine. Oui, voilà, ça se fait vraiment de plus en plus. En complément, effectivement, des audits informatiques plus traditionnels.
typiquement, nous, on fait maintenant beaucoup de tests d'intrusion ou d'audits cyber, par exemple sur les environnements de trésorerie, sur les environnements de paye, moins sur les environnements comptables moins sur l'environnement purement comptable, parce que ça, dans le cadre des ITGC, c'est des choses qui sont plutôt revues, et plutôt bien revues, et de manière très régulière. Par contre, les systèmes de trésorerie dans lesquels j'ai un ERP qui, à un moment, met à disposition un fichier qui va passer sur une plateforme temporaire avant d'être intégré dans un système de trésorerie, ben voilà, nous on essaie de regarder un petit peu ce qui se passe à ce moment-là, parce que les systèmes de trésorerie sont évidemment des systèmes très sensibles. Et même chose pour la paye, par exemple. Tout ça est de plus en plus regardé. Ouais. Alors, d'autres questions sur des outils de transfert de fichiers. Donc, on nous cite 2 autres applications, notamment Smash qui est hébergé en France et aussi SugarSync en anglais dans le texte, avec mon accent. Est-ce que tu connais ces produits, David? Désolé, je connais ni l'un ni l'autre. Le fait que ça soit hébergé en France, c'est rassurant au point de vue RGPD, que ce soit en France ou en Europe. Après, la question est toujours la même, hein, c'est de savoir si effectivement c'est un acteur de confiance, s'il est en mesure de vous délivrer un certain nombre de certificats, s'il est capable de vous parler de ses clients, de bien regarder les petites mentions légales, parce que héberger en France, finalement, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut juste dire qu'il a un data center et 3 serveurs en France. Peut-être qu'il fait exploiter ça depuis une autre géographie. Donc voilà, il faut rester vigilant sur ces solutions. Alors, une dernière question sur OneDrive, qui est donc le drive de Microsoft. Est-ce que tu as un avis sur le niveau de sécurité de OneDrive? Alors, je dirais que je pense que ça fait partie des solutions professionnelles, parce qu'évidemment, monsieur Microsoft ne pourrait pas se permettre. Il a tellement été sous le feu des pirates qui, à chaque fois qu'ils sortaient un outil, s'attaquent. Enfin, tout le monde veut s'attaquer. La quête du Graal d'un pirate, c'est évidemment de s'attaquer à Microsoft, pour différentes raisons, parce qu'en termes de notoriété, en termes d'expansion, évidemment, on sait que Microsoft est à peu près présent partout. Puis c'est sûrement ceux qui rémunèrent le plus en cas de trouvailles. Je pense qu'effectivement, aujourd'hui, des solutions comme OneDrive, ça fait partie des solutions les plus avancées. Il faut aussi rappeler que pour le volet GDPR de la chose, si aujourd'hui vous achetez une solution, donc Office 365, qui est toute la suite Microsoft, qui est dans le cloud, pour quelques euros de plus par mois, vous avez l'assurance que l'ensemble de vos données sont traitées en Europe par des gens qui sont au sein de l'Union, parce que l'un des grands sujets autour de GDPR et du cloud, c'était où sont hébergées mes données. Là, aujourd'hui, vous avez des serveurs qui sont dans des data centers en Allemagne, de mémoire, chez Microsoft, et aux Pays-Bas. Donc, vous êtes vraiment dans un socle très européen de la chose, en fait. Alors, dans le même ordre d'idée, en termes de confidentialité sur parce qu'on a parlé de Zoom pour la visioconférence, que penses-tu de la sécurité de Teams ou de Skype? Les outils Microsoft également. Exactement, ouais. En fait, il faut voir Microsoft comme étant un seul, quelque part, un seul cœur avec plein de pétales, et chaque pétale, c'est la suite de logiciels qu'ils nous mettent tous à disposition. Teams, par exemple, je vous ai parlé tout à l'heure de l'invitation qui n'était pas au rendez-vous dans Zoom. Teams, ils ont toujours mis en œuvre ce système d'invitation. Donc en fait, si je vous invitais à venir dans un Teams, si on n'était pas dans la même organisation, avant d'accéder à la visioconférence ou à l'audio, vous étiez mis dans une salle d'attente. Et j'étais, moi, obligé de vous accorder le droit pour rentrer dans cette salle d'attente. Voilà, on voit bien que c'est des gens qui ont pensé ces systèmes avec un vrai sujet sécurité. Et puis, une fois de plus, monsieur Microsoft ne pourrait pas se permettre. Ça serait compliqué quand même pour lui de faire face à une attaque massive aujourd'hui sur Teams, parce que Teams, c'est relié à Office 365.
Et là, on en revient toujours à cette histoire de mot de passe. La sécurité ne tient que par le mot de passe. Merci de ce rappel, David, tout à fait essentiel. Alors, dans la quête du Graal, je vais parler de la quête du Graal, il y en a une autre qui est, est-ce qu'il existe un logiciel permettant de mesurer la fiabilité d'un système informatique? Ah non, non, il y a... Je crois qu'on a perdu la ligne, non? Non, on vous entend. Non, d'accord, ok, pardon. Ah ouais. Non, hélas, il y a pas, il n'existe pas d'outil magique qui permet de mesurer la conformité ou la sécurité des systèmes d'information. Il y a évidemment plein d'éditeurs qui cherchent à vous vendre cet outil miracle. Je vais paraphraser ce qui a été dit une fois, c'est que le problème, c'est pas le système, c'est celui qui est assis entre l'ordinateur et la chaise, c'est-à-dire l'être humain. Et donc, vous pouvez peut-être avoir le meilleur système sorti d'usine, comme il va être trituré dans tous les sens par les informaticiens et par les utilisateurs. À la fin, vous allez tomber sur un système qui n'est pas toujours le plus stable et le plus sécurisé. Désolé, je ne sais pas si on s'entend toujours. J'ai plus Frédéric. David, on a un souci technique avec Frédéric Bourbon. D'accord. Okay. Je vais répondre aux questions si vous souhaitez. D'accord. Je reparcours juste la liste des questions. Pardon. Je reviens. Excusez-moi, je reviens sur la liste des questions. Quelle hiérarchie au niveau de la sécurité des systèmes de vidéo? Désolé, je ne suis pas sûr de comprendre la question là sur la hiérarchie du niveau de sécurité des systèmes vidéo. Après, il y a une question sur le Cloud Act qui permet aux entreprises américaines sur effectivement sur injonction des tribunaux américains d'accéder à toutes les données qui sont hébergées. Donc oui, effectivement, ça c'est un sujet qui contredit, comme c'est noté dans la question, un certain nombre de principes liés au règlement général sur la protection des données. Il y a des discussions évidemment entre l'Union européenne et les États-Unis sur ce sujet. Ça n'empêche pas des gros acteurs européens, évidemment, des entreprises qui gèrent un certain nombre de secrets industriels, de mettre ces secrets chez des opérateurs américains. On nous demande si on connaît le VPN suisse qui s'appelle Viper VPN. Non, désolé, je connais pas cette solution, mais des solutions VPN, il y en a énormément. Parce que la technologie qui est derrière est assez simple à mettre en œuvre, donc il y a certainement depuis 2 mois beaucoup de petits malins qui se sont mis à créer des VPN. Et puis après, il y avait effectivement un backlog de solutions VPN qui existaient par le passé. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Alors Frédéric est en train de se reconnecter. D'accord. Il y avait effectivement, il y a une question sur les solutions de cryptage autour de Z. Donc Z, pour rappel, c'est
solution qui est préconisée par l'ANSSI, qui permet de crypter, donc c'est-à-dire finalement sécuriser un fichier, de l'envoyer de manière sécurisée. Et vous êtes sûr que la personne qui réceptionne ce fichier a bien le fichier dans le même état qu'au moment où il est parti de chez vous. Donc, il n'a pas été transformé ou touché au milieu. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une question GDPR sur une entreprise hébergeant ses données hors d'Europe, volontairement ou non, peut-elle être responsable du non-respect du GDPR? Donc la réponse est oui. C'est à l'entreprise de se soucier, ce qui est un peu différent de ce qui se passait du temps de Informatique et Liberté, mais aujourd'hui, l'entreprise doit se soucier de la manière dont sont traitées les données à caractère personnel. C'est à l'entreprise d'aller chez le sous-traitant, ou en tout cas c'est à l'entreprise de demander au sous-traitant les mesures de confidentialité et de sécurité qui sont mises en place sur les données. Donc oui, l'excuse de c'est pas moi, c'est mon sous-traitant n'est plus valable aujourd'hui. Je crois qu'on n'a plus de questions. Si vous en êtes d'accord, Frédéric et David, on va passer à la conclusion. Absolument. Absolument. Écoutez, en tout cas, la première chose qu'on voulait dire, c'était merci d'être aussi nombreux, d'être venus aussi nombreux et aussi assidus à ce webinaire. Avant de terminer, quelques rappels de nos actions de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes à votre service en cette période de crise. Donc, d'une part, on va le voir on a un petit slide, voilà. Donc, tout travail de veille et d'information avec les flash infos quotidiens qu'on vous invite à lire, qui sont très bien faits, notamment par l'équipe de permanents et le service juridique sur l'actualité juridique qui est très dense en ce moment. Donc, vous pouvez retrouver en fait une page générale d'information qui traite de la Covid-19 sur le site de la Compagnie régionale de Paris qui s'affiche ci-dessous et dont vous obtiendrez le lien tout à l'heure, puisque en réalité, comme vous l'avez vu en fait dans le petite fenêtre à droite que vous avez pu ouvrir tout à l'heure, vous avez les slides en PDF qui sont en fait attachés à votre petite application de visualisation du séminaire. Ensuite, ce qu'on peut vous dire aussi, c'est qu'il y a d'autres webinaires qui sont à venir. Donc, on va vous informer au fur et à mesure de tout ça, notamment le 27 mai sur l'évaluation. Donc, vous pouvez déjà noter la date. Le 27 mai, donc un webinaire sur l'évaluation. Et puis enfin, bien entendu, la Compagnie régionale de Paris qui reste complètement joignable, notamment la permanence juridique qui répond aux questions techniques tous les jours et en commission les mardis. Donc les élus sont également à votre disposition, ainsi que les numéros verts pour ceux qui rencontrent des grosses difficultés, les numéros Défense Confrères et l'APESA. Avant de quitter, un questionnaire de satisfaction va s'ouvrir à la fin du webinaire et en fait, nous vous remercions de bien vouloir le compléter de vos réponses qui vont nous aider à nous améliorer. Et bien entendu, les attestations de présence vous seront également envoyées par mail, donc n'hésitez pas à remplir ce questionnaire de satisfaction pour les obtenir. Merci à tous de votre participation. Nombreuses participations, bravo, à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous. Au revoir. Au revoir.